Alors Fabrice Bazard qui va nous parler de logique d'incubation verticale chez OS France. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Vous allez nous en parler parce que mi-2016, donc c'est-à-dire il y a très peu de temps, il y a quelques mois, le groupe de presse OS France a lancé un incubateur de start-up. Incubateur de start-up avec un objectif qui était de favoriser la transformation numérique du journal avec des projets en co-création avec des start-up. Fabrice Bazard, vous travaillez à la direction des services numériques de OS France. C'est vous qui êtes en charge de faire le lien entre les rédactions, entre les filiales, entre le service numérique et le marketing également. Donc ce rôle de charnière très important. Vous êtes au cœur du projet d'incubateur de start-up, un projet qui a rassemblé au départ 150 start-up candidates. Oui. Aujourd'hui, il y en a 8 qui ont été retenues et vous allez nous expliquer ce qu'elles font et comment vous travaillez avec elles. Je voudrais d'abord que vous nous parliez de vous. Comment est-ce que vous, Fabrice, vous avez, à travers votre parcours, été amené à vous pencher sur cette collaboration autour de l'innovation avec des start-up? D'accord, bonsoir à tous et à toutes. Donc mon parcours personnel, déjà, je suis quelqu'un qui vient des technologies. Donc j'ai eu un parcours assez long, soit dans l'industrie, soit surtout dans la banque, notamment en tant que DSI du Crédit Mutuel Arkea. Et il est meilleur. Et donc j'ai rejoint OS France il y a 4 ans pour basculer finalement du côté métier et prendre en charge la direction des services numériques ou la direction digitale, peu importe. Et peut-être avant d'éclairer sur l'accélérateur, donner quelques mots sur le contexte de OS France. Alors pas sur OS France, parce que je pense que vous nous connaissez, mais sur le contexte un peu particulier de notre activité, puisque finalement nos fondamentaux, qui étaient et sont toujours au travers du journal, la proximité, évidemment, c'est notre ADN, également le portage, n'oublions pas ça, le fait d'avoir son journal à 6h du matin pour le petit déjeuner est un vrai avantage, un vrai service. Et puis le troisième élément, d'être capable de faire une synthèse de l'actualité française, internationale en complément. Et là-dessus arrive le numérique. Et le numérique, sur ces 3 fondamentaux, vient challenger OS France. Le portage, il est temps réel en numérique. La proximité, il y a des sites, notamment Internet, hyper locaux dans beaucoup de villes du Grand Ouest. Et puis, synthèse de l'actualité, finalement, c'est chaque internaute qui l'a fait en allant sur tel ou tel site. Donc, il y a une vraie urgence à imaginer un nouveau modèle, des nouveaux services dans notre métier. Et puis, pour complexifier encore, notre business model reposait sur la vente de contenu, sur la publicité et sur les annonces. La vente de contenu, vous savez bien, il y a une érosion qui est assez importante. Sur la publicité, et notamment tirée par le numérique, elle est très atomisée et très captée par Google et Facebook aujourd'hui. Et puis sur le dernier élément que sont les annonces, pour rappel, OS France avait co-créé un truc qui s'appelle Le Bon Coin, qui est venu chambouler un peu toute l'économie de ce secteur. Donc que ça soit sur nos fondamentaux ou que ça soit sur le modèle économique, alors le vocabulaire change d'une année à l'autre, un coup c'est la tempête, un coup c'est un tsunami, mais en tout cas il y a urgence à réinventer un modèle et notamment un modèle économique. Donc finalement notre fil conducteur, et on parlera de l'accélérateur ensuite, ça a été accélérer. Et donc pour accélérer, il fallait lancer des multiples projets, et notamment l'accélérateur, mais aussi être capable de tester, mesurer en permanence, puisqu'on sait bien que les usages nouveaux dans la presse, ça aussi c'est une difficulté, il n'y a aucun exemple réussi dans le monde. Les seuls qui ont réussi, il y a des groupes comme Axel Springer par exemple qui ont réussi, mais qui se sont diversifiés, qui font autre chose. Des groupes de presse qui sont restés concentrés sur leur contenu, dans le numérique, on n'a pas encore un bon exemple dans le monde entier de réussite. Donc, on a décidé de lancer plein de projets. Et avant de lancer l'accélérateur, la première étape qui nous paraissait essentielle, c'est qu'il faut être crédible. Et il faut être crédible en interne et il faut être crédible en externe. Et donc on a travaillé en 2015, avant de lancer l'accélérateur justement, et c'est pas encore terminé, pour l'interne, de revisiter l'ensemble de nos outils. Dans quelques mois, les journalistes n'auront absolument plus les mêmes outils que ceux qu'ils avaient depuis des décennies, qui avaient évolué certes, mais on va s'appuyer sur des champions, les meilleurs éditeurs de logiciels sur ce type de choses, pour qu'effectivement ils aient
plus de préoccupation par rapport à ça. C'est fluide, c'est efficace, c'est mobile. Deuxième exemple. Excusez-moi, Oui. C'est quoi comme type d'outil du coup? Alors en fait, au niveau mondial, il y a 3-4 grands éditeurs de logiciels. Alors, nous, pour l'instant, on est en train de tester Eidos Media, qui est une société qui fait ce genre de choses. Ils sont 400, donc ils ont un certain savoir-faire sur ce type de choses. Autre exemple, parce que le numérique doit être incarné en interne, on a complètement rénové notre newsroom. Donc les journalistes, maintenant, ont une newsroom ultra moderne, avec le numérique très présent. Vous pouvez la visiter, je vous invite. C'est sympa à voir et c'est sympa à voir un bouclage du journal. Donc venez plutôt vers 18h30 et c'est quelque chose vraiment à vivre. Donc voilà 2 exemples. Donc on s'est déjà attaché vraiment à être crédible en interne en ayant vraiment des solutions, des outils qui sont au goût du jour pour nos journalistes. La deuxième étape a été d'innover. Et là aussi, avant de lancer un accélérateur et de s'ouvrir à l'extérieur, il fallait qu'on fasse adhérer nos équipes internes. Donc on a déjà commencé par les mettre dans une logique de projet. Et alors c'est une sorte d'hybridation. Là c'est un peu plus tard, c'était mi-2015. On a mis des gens à temps plein de divers horizons, des journalistes, des gens de la pub, des gens de l'informatique, des gens du marketing, des gens de la direction des services numériques. Page blanche et dédiée à réfléchir à ce que l'on pourrait faire avec à ce stade nos propres idées. Exemple, donc on a lancé un nouveau produit qui s'appelle l'édition du soir. Je vous invite, je fais un peu de pub au passage, je vous invite à 18h à aller lire l'édition du soir. Et en fait, au-delà du produit, ce que l'on a fait, c'est qu'on a voulu vraiment changer les méthodes de travail. Et on s'est dit, sur un produit nouveau, on peut faire des études, on peut faire du marketing, on peut solliciter des panels. C'est coûteux, c'est long, et ils peuvent se tromper, surtout sur des produits nouveaux. Et donc on a décidé de se lancer dans la piscine. Et on peut se tromper, c'est pas grave, on arrêtera si on se trompe. Mais par contre, on s'était donné une seule contrainte, on va tout mesurer. Donc on veut savoir ce que les gens lisent ou lisent pas, on veut savoir le temps qu'ils passent, comment ils interagissent avec ce journal numérique. On va tout mesurer et on va adapter le produit aux besoins des lecteurs. Donc c'était un changement de mentalité complet, où un journaliste, il a plutôt l'habitude de pousser vers ses lecteurs de l'actualité, de l'information. Là, on leur a dit, on construit un cobaye, et ce cobaye, par contre, on va l'adapter en permanence pour réussir à en faire quelque chose qui corresponde à un besoin et un usage sur le marché. Résultat, 1 an après, on a quand même maintenant plus de 100 000 lecteurs tous les soirs de l'édition du soir. Donc sur ce registre-là, c'est la bonne nouvelle, il y en a dans la presse quand même. On voit que les gens restent appétents pour l'actualité, pour la news, et donc on arrive à créer des usages. Donc la problématique qui est importante et qui nous reste, c'est dans quel modèle économique. Donc sur ces modèles économiques, alors qu'a-t-on fait? C'est la première chose, c'est difficile de conquérir des clients dans le monde numérique et en plus ils sont volatiles. Donc non seulement vous dépensez un peu d'argent pour les convaincre, et en plus 6 mois après ils peuvent vous quitter pour rejoindre d'autres tout simplement. Et donc on a énormément travaillé l'offre numérique pour que finalement quelqu'un qui vient en relation avec nous ne vienne pas que pour le journal, il vienne pour un ensemble de services. Et qu'on puisse, sur toute une journée, sur 24 heures, proposer une expérience différente à nos lecteurs. Le matin, c'est bien sûr le journal. En cours de journée, c'est le site internet. Le soir, c'est l'édition du soir. De proposer plusieurs rendez-vous. Et puis, si vous avez une recherche particulière, on vous a mis à disposition tout notre patrimoine depuis 1899. Donc vous avez 35 millions d'articles sur lesquels vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez depuis 100 ans, un peu plus même. Vous avez donc travaillé sur la crédibilité en interne. Vous avez travaillé sur des tests tests internes. Vous avez travaillé sur la fidélisation. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment tout ce travail a débouché sur ce souhait, cette volonté de travailler avec des startups. Alors voilà. Alors donc du coup, on y vient. Et donc ces étapes-là étant franchies, le modèle économique et les idées étant encore nombreuses, on a décidé cette fois de se confronter, alors je dis confronter, vous allez voir pourquoi, après je dirai d'autres mots, se confronter à ce monde des startups, et confronter, pourquoi? Parce on ne le connaissait pas, 2, on ne connaissait même pas leur vocabulaire, et 3, par contre on était convaincus qu'on pourrait faire de la co-création. Donc si c'est travailler avec les startups pour faire de la com, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Si c'est travailler avec les startups pour investir dans des startups, c'est pas le sujet d'Offset, qui est le nom de l'accélérateur. Nous, notre sujet, c'est qu'est-ce que l'on peut faire en co-création
Les startups ont des idées, nous aussi, on a la prétention de le penser. Et qu'est-ce que l'on peut faire ensemble pour créer quelque chose qui soit pertinent, attendu sur le marché. Donc pour faire ça, on a lancé cet accélérateur. Et pour être vraiment avec des startups sur lesquelles on pouvait co-développer, co-construire, on a plutôt ciblé des startups qui étaient, entre guillemets, des jeunes pousses. Si la startup avait déjà un vrai savoir-faire, une vraie plateforme, un vrai succès, ça peut être un sujet, mais ce n'était pas le sujet en tout cas de cet accélérateur, puisqu'on voulait être dans une logique de co-création. Et je prendrai un exemple tout à l'heure où on a déjà en 3 mois pivoté, comme on dit maintenant, et trouvé quelque chose d'autre avec une des startups. Donc on l'a fait pour ça, pour accélérer nos initiatives, accélérer notre développement, les adapter avec ces 8 startups avec lesquelles on travaille. Et on l'a fait aussi, faisons un peu le scénario catastrophe, même si dans un an, aucune des startups n'est un succès avec nous, en tout cas, on aura appris leur méthode, on aura appris leurs outils, et on se sera fait mal aux adducteurs, on sait courir plus vite maintenant. Et donc ça, c'est un bénéfice énorme de réussir, grâce à cette collaboration, à apprendre d'autres méthodes, voir qu'elles sont efficaces, et finalement, les adapter en interne. Et donc du coup, sur ces 8 startups, au-delà des projets, en fait, on se voit tous les 15 jours, en collectif, parce que les échanges entre les startups sont aussi très utiles. Il peut y avoir des synergies aussi, bien sûr. Mais on se voit en collectif pour qu'effectivement, il y ait un apport croisé et au-delà de leur métier, un apport de méthodologie et d'outils et d'agilité surtout. Je comprends l'intérêt de travailler avec des startups dans ce domaine. Pourquoi un accélérateur? Pourquoi est-ce que c'était la bonne formule? Alors déjà, c'est un accélérateur un peu particulier puisque je vais prendre un exemple qui n'est pas très loin, qui est le groupe Beaumanoir. Le groupe Beaumanoir a créé un incubateur qui s'appelle Silicon Bay, je pense que vous connaissez, et Daniel Gergès, qui l'anime, a créé une structure, et cette structure, elle héberge quelques startups, et ils font ce qu'on essaye de faire nous aussi. Quand j'ai vu comment ça avançait, en fait, une de mes inquiétudes était que le risque, c'est que ces startups soient cantonnées dans une filiale ou dans un incubateur, ou en tout cas isolées un peu des différentes entités, des différentes structures ou des différentes filiales du groupe. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est que certes, la direction des services numériques anime, coordonne cette initiative, mais les startups sont en proximité étroite avec le métier. Je prends un exemple, une des startups qui s'appelle Cadran, qui invente un nouveau modèle de vente aux enchères d'invendus sur l'immobilier, eh bien, elle n'est pas en contact avec Fabrice Bazard au quotidien, elle est en contact avec notre filiale qui s'appelle Ouest France Immo. Donc ces 8 startups ont été diffusées au plus près des métiers, dans l'ensemble des activités du groupe, donc c'est assez réparti. Et donc du coup, c'est plus rapide, plus efficace, et des deux côtés, on est plus pertinent, puisque chacun connaît le métier de l'autre. Donc Cadran, un expert de Ouest France Immo, qui connaît évidemment très bien l'immobilier, et en symétrique, pardon, nous, on a un expert de Cadran, des talents, qui imagine d'autres schémas sur lesquels on n'avait absolument pas travaillé pour l'instant, puisque c'est un peu de la vente à la bougie, si on fait référence à ce qu'on connaissait dans le passé. Mais technologique, c'est des bougie. Alors ça a été traduit dans le numérique, mais c'est des ventes aux enchères inversées. Et l'exemple est intéressant parce que, donc eux, c'était leur idée, on la conserve, mais pas de chance pour eux. Le marché est plutôt porteur ces temps-ci sur l'immobilier. Donc faire de la vente aux enchères inversée, ça ne motive pas beaucoup les promoteurs immobiliers. Donc évidemment, on les a encouragés à faire le modèle inverse. Et donc aujourd'hui, ils ont les 2 solutions. La plateforme a été lancée il y a 15 jours. Et puis on va voir si elle rencontre un succès. Donc la première originalité, c'est celle-là. C'est qu'on n'a pas créé une structure, on a diffusé le numérique, on a diffusé ces startups dans l'ensemble des métiers. Et finalement, on espère que le numérique sera diffusé dans l'ensemble du groupe et pas uniquement dans une structure ou 2 ou 3 structures. Donc c'était la première originalité. La deuxième, dans le numérique, il faut toujours être très humble parce qu'on n'a pas encore trouvé tout à fait notre voie et on ne connaissait pas forcément parfaitement, je vous l'ai dit, ce milieu des startups. Donc on s'est fait aider.
Donc il y a une société nantaise qui s'appelle Birming, qui est une société qui a son propre incubateur qui s'appelle le Startup Palace et qui en fait nous accompagne. Donc ils nous accompagnent déjà, ils sont plus jeunes que moi, donc ça aide pour discuter avec les startups. Et d'autre part, ils sont nés dans ce milieu-là, donc ils ont été eux-mêmes entrepreneurs. Et donc du coup, il y a une confiance, il y a une proximité avec les startups qui est très efficace. Et puis finalement, du coup, on se dit les choses. Parce que le danger dans ces accélérateurs, c'est que tout le monde dit c'est super, mais que finalement, il y a quand même quelques cailloux dans les chaussures à gauche, à droite. Et le fait d'avoir un intermédiaire comme Birming, les choses se disent. Donc j'espère on avancera un petit peu plus vite que sans eux. Donc ça, c'est la deuxième originalité. Et la troisième, ce qu'on a voulu faire, et ce qu'on leur démontre déjà, c'est de leur dire, on ne cherche pas à vous intégrer. Parce que le pire danger pour une start-up, surtout une petite versus un appareil comme un grand compte, comme une grande maison vis-à-vis de ces start-up, leur principale crainte, c'est de se faire phagocyter, ou de se faire acheter, ou de se faire intégrer dans les mois qui suivent. Donc nous, on a insisté là-dessus. Nous, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de vous connecter, de faire des affaires ensemble, bien sûr, mais de vous connecter. Et pour vous connecter, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va créer des passerelles entre nos sites Internet et vous. Et là, c'est un peu ce que je vous disais en introduction. Certes, on cherche des sous, mais on sait créer des usages. Donc le site westfrance.fr, c'est 40 millions de visites mensuelles maintenant. Donc quand on connecte, je prends un exemple, une autre start-up qui s'appelle Skipper, qui sait mettre en relation des skippers expérimentés avec des novices, eh bien quand on la connecte, eh bien en 2 mois, on lui a apporté autant de volume que ce qu'elle fait en 1 année. Parce qu'on a cette chance-là d'avoir un carrefour d'audience, et ce carrefour d'audience, il peut drainer des prospects, des clients, vers cet écosystème numérique que l'on fait autour de nous. Donc voilà ce qu'on leur apporte. La difficulté, il y en a quand même. La difficulté, c'est qu'effectivement, il faut que ces sujets-là, dans les différentes structures, soient priorisés. Sinon on n'est pas au rendez-vous des objectifs et du timing des startups. Une startup, ça ne résonne pas en mois, ça résonne en semaines. Et d'une semaine à l'autre, il faut avoir 30% de croissance de son activité. Donc ça nous pousse effectivement dans ce rythme-là. Et donc du coup, il est très important, encore une fois, qu'on ait des gens qui nous accompagnent et qui nous alertent si la start-up ou nous, on n'est pas au rendez-vous de ces différentes étapes. Une question très pratique. Oui. Le nerf de la guerre. Vous venez de décrire ce que vous apportez. Aux startups. Est-ce qu'il y a un soutien aussi d'ordre financier dans leur recherche? Alors, une start-up, qu'est-ce qu'elle cherche au départ? C'est très basique, elle cherche des locaux déjà. Donc ça, on leur apporte chez nous, au Startup Palace, si la start-up est en proximité de Nantes, et on les aide. On a aussi des locaux à Paris, par exemple, donc on pourrait les aider si elles avaient des besoins. Donc on apporte ça. On apporte des savoir-faire, je vous l'ai dit. On apporte des idées, je vous l'ai dit aussi. Et ce qu'attend une start-up, c'est effectivement de l'argent. Et de l'argent, donc... on a imaginé deux choses. Première chose, contrairement à certains accélérateurs, tout le temps qu'on passe, toute la visibilité que l'on donne aux startups, l'apport de trafic qu'on leur apporte pour avoir des prospects, c'est offert. Donc déjà ça, c'est cadeau. Donc avant de parler d'argent, on fait des cadeaux. Deuxième étape, à 3 mois, on fait un premier bilan. Si on commence à bien travailler ensemble, eh bien on les aide. Donc on va dire c'est des petits tickets, ça peut être quelques dizaines de milliers d'euros. Donc ça, on est en train de le faire pour une. Autre étape, on y croit vraiment. Eh bien, dans une des startups, on avait un jury le 23 juin, le 15 juillet, on mettait quelques centaines de milliers d'euros dans cette jeune pousse. Donc, alors c'est du cas par cas, parce que chaque startup a son contexte, chaque startup a ses besoins. C'est forcément du cas par cas aussi, parce qu'il faut qu'on soit motivé, qu'on constate des premières synergies. Mais si c'est le cas, eh bien, on est là. Voilà. En reprenant tout ce que vous venez de nous dire, on a une liste de ce qui peut intéresser, ce qui peut être apporté à une start-up. Et vous, groupe Ouest France, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors je vous l'ai dit, là, donc ça nous apporte d'autres façons de travailler, j'y reviens pas. Ce que ça nous apporte le plus, en fait, si on revient au début, quand on fait un appel à projet, on a eu effectivement, alors pas 150, mais 144 réponses. Ce qui était déjà une bonne nouvelle, parce que classiquement, c'est plutôt 30 ou 50. Donc la presse attire encore, c'était déjà une bonne nouvelle. Et en fait, quand vous faites un jury, on en avait présélectionné 16 et on en a retenu 8. Quand vous voyez un jury, dans 90% des cas, ce qui fait la différence, c'est le talent des 2 fondateurs ou du fondateur de la start-up. Et donc d'être en contact permanent avec ces entrepreneurs qui ont une énergie
qui n'est pas forcément celle de tous les interlocuteurs chez nous, qui ont une façon de penser qui est aussi différente de la nôtre. Ça nous oblige à explorer des idées, des schémas, des modèles économiques qu'on n'aurait à aucun moment envisagé si on avait été tout seul. Donc ça, c'est un apport incroyable, qui est indépendant d'ailleurs de ce qu'elles font par elles-mêmes, mais rien que l'échange avec elles, et encore une fois, il est tous les 15 jours, c'est un apport énorme. Et puis, dans le pire des cas, même si il faut toujours l'envisager, même si ça ne marche pas, encore une fois, on a des talents. Donc c'est peut-être des gens qu'on accompagnera dans d'autres projets ou dans d'autres initiatives, dans telle ou telle entreprise. Donc le constat qu'on peut faire en interne, c'est que ça a vraiment créé une dynamique. Les gens le constatent, le voient, ils en parlent, c'est le meilleur indicateur. Et maintenant, en fait, ce qui aidera ou aiderait, c'est toujours important dans le numérique, il faut des premiers succès. Parce que même s'il faut être persévérant, même s'il faut itérer, c'est toujours plus facile quand vous commencez à avoir des succès. Et donc si parmi les 8, au moins une, mais j'espère plus, mais au moins une démontre une croissance importante d'ici les 6 mois qui viennent, je pense que notre entreprise, là cette fois, sera d'une dynamique totale sur ce genre d'initiative. Et d'ailleurs, on continue, on n'a pas arrêté. C'est pas parce qu'on en a choisi 8 que les portes sont fermées. Il y en a une qui très prochainement devrait intégrer notre accélérateur. Un jeu gagnant-gagnant, on voit bien, pour tout le monde. Sauf que nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes. Alors dites-nous, avec le recul qui est le vôtre, je l'ai dit, c'est cet incubateur, accélérateur, il a vu le jour à la mi-2016, donc vous avez un tout petit peu de recul. C'est quoi les difficultés, les obstacles, les petits cailloux dans la chaussure ou les points sur lesquels il faut que vous soyez, vous, partenaires attentifs? Je pense que c'est la contrainte principale, et la même des deux côtés d'ailleurs, c'est l'écoute. Alors pas pour les mêmes raisons, c'est qu'un entrepreneur, surtout des jeunes pousses, il est vraiment convaincu qu'il a l'idée géniale et qu'il sera dans 5 ans le nouveau Google. Donc il faut arriver avec eux à créer, alors certains sont à l'écoute, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais il faut vraiment arriver à créer là aussi de l'ouverture, de l'humilité, un peu de remise en cause sur les modèles. Donc ça, c'est pour les startups. C'est la même chose chez nous. Parce que chez nous, la startup qui va arriver va nous dire « Tiens, moi je ferais bien ça », il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ouais, ça on a essayé il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans et on sait que ça ne marche pas ». Donc des deux côtés, il faut arriver à avoir à la fois de l'humilité et de l'ouverture et de l'écoute. Et ça, ça se décrète pas. Donc il faut vraiment multiplier les rencontres, suivre. Donc mon rôle, c'est que je ne suis pas en direct, je vous l'ai dit, mais on est quand même bien présent avec mon équipe pour mettre de l'huile dans les rouages et multiplier effectivement les contacts pour que chacun constate ses apports. Donc ça, c'est fondamental. Le deuxième sujet, il est plus autour là chez les startups, autour du commercial. On est en France, il ne faut pas l'oublier. Donc souvent, les startups, c'est des gens qui ont des idées, c'est souvent des ingénieurs. Alors certaines ont du marketing, j'exagère un peu, mais il y en a d'autres qui pensent encore un peu que la dimension commerciale, les clients vont venir un peu tout seuls. Donc il y a encore un peu, en tout cas en France, ça. Donc là aussi, on essaye de les aider, puisque à la fois sur le online, je vous l'ai dit, on a tout ce qu'il faut, et on a aussi une régie qui s'appelle Précom, et qui a quand même sur le terrain, dans l'Ouest, 350 commerciaux. Et donc là, l'idée, c'est une fois qu'on aura avancé, s'il y a un produit où effectivement il y a besoin d'un contact commercial physique, eh bien on pourra mobiliser nos forces vives. Donc ça, c'est la dimension un peu marketing et commerciale. Et puis après, c'est une start-up, et c'est normal, elle est tout feu, tout flamme. Et dans la vie des start-up, il y a toujours quelques contraintes, il y a toujours un peu de technologie. Donc il faut aussi arriver à les aider, ça on leur apporte pas mal, pour que leur plateforme, leur solution, elle soit robuste. Donc ils ont souvent tendance à vouloir démarrer vite, pas toujours avec un niveau total de qualité de service. Et en numérique, il faut faire attention, la première impression est souvent définitive. Donc je ne dis pas qu'il faut être zéro défaut, ça peut coûter cher, mais il faut quand même avoir des solutions qui soient très stabilisées, quoi. Donc bon, ça, on a la prétention de penser qu'on les aide.
Ça, c'est les difficultés, les risques. A contrario, depuis 6 mois que vous fonctionnez, est-ce que vous avez identifié des accélérateurs, des éléments très favorables ou des choses qui font que cet accélérateur de start-up est une innovation au sens plein du terme et une réussite? Oh non, là, ça sera un peu tôt pour dire 6 ça. mois, c'est pas assez. Donc déjà, là, on s'est engagé vis-à-vis des startups à faire une période d'accélération d'1 an. Ce qui était aussi un peu original, parce que souvent, c'est 3 mois ou 6 mois. Et alors, on s'est un peu méfié de nous-mêmes, en disant, oh là là, 3 mois, 6 mois, c'est peut-être un peu court déjà pour nous. Donc 1 an, ça nous allait un peu mieux. On a quand même mis des étapes intermédiaires par cycle de 3 mois pour avoir des vrais rendez-vous et mesurer l'efficacité. Mais surtout, et ça a plu aux startups, finalement, c'était se donner le temps d'avoir une deuxième chance. C'est pas la preuve sur Cadran que je vous évoquais tout à l'heure, c'est pas parce que la première idée n'est pas parfaite que si on se donne un peu de temps, la deuxième ne sera pas effectivement efficace. Donc on a aussi offert cette durée d'1 an pour réussir et faire un parcours ensemble. Donc tirer un bilan aujourd'hui, c'est un peu tôt, hormis les points positifs que je vous ai évoqués tout à l'heure. En tout cas, vu de l'extérieur, encore une fois, même si ce n'était pas le premier objectif, je pense que c'est un élément parmi d'autres, mais qui va aussi concourir à moderniser l'image de marque de Ouest France. On est une grande maison, on est un journal d'abord papier, et quand j'écoute dans la rue, souvent j'entends « Oh là là, c'est le journal de mon grand-père ou ma grand-mère. Oh là là, c'est un peu ringard », etc. etc. Je pense que c'est pas justifié, bon, c'est normal que je le dise, je suis dedans, mais il y a quand même une part de vrai. Et donc du coup, ces initiatives-là, et encore une fois, c'est pas la seule, je pense que c'est un élément aussi fondamental, c'est notamment quand vous voulez recruter des talents, si vous inspirez pas la modernité, si les gens ne sentent pas que vous avez des projets fabuleux et une mission passionnante, parce qu'elle n'est pas simple, eh bien les gens ne viendront pas. Donc c'est aussi plein d'avantages un peu dérivés, hein. On n'est pas au cœur du sujet, mais c'est un élément fondamental aussi pour changer l'image. Changer l'image. Et l'avenir. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir de cet incubateur accélérateur? Alors l'avenir, au-delà du succès individuel des startups, nous, ce qu'on cherche à faire, je reviens à l'introduction, il y a un vrai danger sur le compte d'exploitation des journaux, puisque les 3 cartes qu'ils ont en main aujourd'hui sont menacées. Il y a une érosion de la diffusion, la pub et les annonces, je vous en ai parlé. Donc il est très important qu'on se dote d'une 4e carte. Et cette 4e carte, c'est quoi? C'est de créer une sorte d'écosystème numérique autour de nos plateformes pour finalement trouver d'autres sources de revenus avec ces startups, encore une fois, qui peuvent être du serviciel. Aujourd'hui, on n'en fait pas. Pourtant, on est un acteur de proximité. Je prends un exemple tout bête, on aurait vendu des billets de salles de spectacle dans le Grand Ouest depuis 20 ans, je pense qu'on en vendrait, et on en vendrait de façon même peut-être assez importante. On n'a pas fait, parce que le service n'est pas dans la culture de la maison. Et donc, cette 4e source de revenus que je cache derrière le service, toutes ces startups, elles sont là-dessus. C'est quand Skipper propose de faire une croisière vers les Antilles à des novices, c'est du service. C'est une agence de voyage. Quand Cadran propose au marché une vente aux enchères progressive ou inversée, c'est aussi du service. Donc petit à petit, alors c'est pas avec les 8, ça prendra 3 ans, 5 ans, mais j'espère qu'on aura cette galaxie de start-up connectées à nous, avec un modèle économique qui permette quand même de partager les revenus et partager le succès. Merci beaucoup Fabrice. Je vous propose maintenant de répondre aux questions. Alors sur ce projet encore tout neuf, donc puisqu'il a 6 mois, vous avez peut-être des remarques, des témoignages, des questions aussi. Alors, je vous en prie. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. Vous avez dit qu'il y a 8 startups. Vous avez parlé de 2, Skipper et l'autre sur les enchères, là, Cadran. Oui. Et les autres, c'est dans le domaine de la presse ou c'est... Non, alors, donc Skipper, je vous ai dit, Cadran, vous avez vu. Alors, je peux les citer rapidement. Il y en a une qui est, alors là, du coup, dans laquelle je crois énormément. Toutes les autres aussi, mais celle-là encore plus, on va dire. C'est une société rennaise, en plus, donc il y a un côté sympathique. Elle est du coin, donc qui s'appelle Linker. Donc Linker est une société qui fait, on pourrait dire, de l'analyse sémantique de vidéos. Alors c'est un peu simplifié, mais ils analysent la bande audio. Et on travaille déjà avec eux. Je vous donne un exemple. Vous avez Pujadas aux 20h. En temps réel, il y a une analyse du sujet qu'ils traitent.
et 2 secondes après, vous avez un contenu d'Ouest France qui est poussé en adhérent, en corrélation avec le sujet que traite Pujadas. Donc ils sont capables d'analyser la voix, de trouver le sujet, et du coup, de proposer les articles, de proposer les articles Ouest France qui sont correspondants. C'est, à mon avis, un potentiel énorme. Et je dis ça pourquoi, au-delà du sujet, c'est qu'en fait, ils sont autour de l'image, autour de la vidéo, et on sait bien que dans le numérique, et notamment dans la presse, c'est une grande tendance pour les années à venir. Il y en a une autre qui s'appelle Mediego, qui est toujours de Rennes, qui fait, alors là on va parler chic, du big data, du marketing prédictif. Et avec eux, dans quelques temps, eh bien, on va réussir, même si je ne connais pas les gens, je n'ai pas leur adresse mail, mais ils sont passés par notre site internet, et je serai capable de leur proposer une newsletter personnalisée. Donc ils arrivent à la fois analyser les comportements, découvrir vos centres d'intérêt, et donc d'essayer de vous proposer des contenus les plus adaptés à ce que vous aimez. C'est légal ça? Ah oui, aucun problème. Alors là, on est compatible CNIL totalement. Donc ça, voilà Mediego. Il y en a une autre, Swampbird. Là, c'est vraiment un outil pour les journalistes. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Vous avez des manifs autour de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, à Nantes. On a eu des journalistes qui postaient en live des tweets sur Twitter en leur nom. Et ils ont eu la chance d'avoir des menaces pour eux, pour leur famille. Donc c'est important dans ce genre de contexte d'anonymiser leurs actions. Donc finalement, c'est un outil qui est une surcouche au-dessus de Twitter et qui permet d'être multi-contributeur, d'anonymiser les journalistes et de poster finalement sur un compte qu'on aura créé pour l'occasion. Donc ça, c'est Swampbird. Qui j'ai oublié? Anona. Alors là, c'est Annecy. Là, on a voyagé un peu. Donc c'est pareil, c'est une jeune pousse qui essaye d'inventer un nouveau modèle sur la publicité autour du don solidaire. Et donc vous êtes, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Un annonceur qui s'appelle Crédit Mutuel, qui va vouloir mettre en avant des associations. Donc c'est l'équipe RSE du Crédit Mutuel qui va dire, tiens, telle association, j'ai envie de la mettre en avant. Vous venez sur westfrance.fr, Anona va vous demander de donner du temps. Donc vous allez donner 30 secondes pour regarder une vidéo. Et vous, c'est l'effort que vous faites, donner du temps. Et derrière, Anona a gagné un peu d'argent et l'association s'est fait connaître et a fait connaître son action. Donc ça, c'est complètement nouveau. On a démarré ça avec eux, c'est opérationnel sur l'édition du soir depuis quelques semaines. Qui j'ai oublié, Vente.com. Alors eux, ils sont ambitieux, ils veulent aller concurrencer le Bon Coin. Donc l'ambition nous va bien, mais là, il y a un peu de boulot. Donc, alors cela dit, il y a 2-3 idées évidemment intéressantes. La première, c'est que le Bon Coin, c'est puissant, c'est peut-être un peu tard pour aller le challenger, mais le Bon Coin n'inspire pas la confiance. Et entre autres parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de fraudes. Et donc leur idée, c'est peut-être d'être moins vaste que le Bon Coin, mais d'amener cette confiance par notamment la sécurisation du paiement, c'est un peu traditionnel, mais surtout la sécurisation de la livraison. Donc la plateforme, vente.com, prend en charge, vous avez un frigo que vous voulez vendre à quelqu'un, eh bien ils vont prendre en charge la livraison du point A au point B. Donc pourquoi pas, la preuve, ils sont avec nous, et d'autre part, je pense qu'il y a une vraie idée peut-être de verticale, de dire on en fait un site généraliste, j'ai quand même quelques doutes, mais par contre sur une verticale, alors peut-être pas lié à la livraison, mais par exemple, ils sont en train de faire des tests sur la puériculture, il y a peut-être de quoi faire quelque chose. Donc ça c'est vente.com. Qui j'ai oublié? Là ça va être dur pour moi, parce que si j'en oublie une, c'est la tuile. Combien en avez-vous listé? 5? Il en manque une? 6? On est à 7? Une seule. Qui avez-vous oublié? Ah, Score & Co. Ouf, sueur froide. Alors Score & Co, ils font quelque chose qu'on a déjà avec une autre société. En fait, c'est une équipe qui crée des communautés pour aller chercher tous les résultats des sports amateurs du Grand Ouest, donc tous les dimanches par exemple. Donc nous, c'est précieux, puisque le journal se doit le lundi d'avoir tous les résultats de sport du Grand Ouest. Donc aujourd'hui, on le fait avec une autre boîte qui s'appelle Sora. Mais ce que fait Score & Co en plus, c'est que petit à petit, en tout cas c'est leur ambition, c'est de créer une communauté, ville par ville, autour notamment du football, puisque le sport, c'est souvent le foot. Donc en tout cas, c'est par là que ça commence. Et donc ils essayent de créer des communautés autour des clubs pour qu'au-delà des résultats, eux récupèrent, mais nous aussi,
des commentaires, pourquoi pas des photos, pourquoi pas quelques vidéos. Et donc finalement, on arrive à enrichir et collecter de l'information de proximité autour du sport avec Score & Co. Donc voilà, donc je pense que le compte y est alors là du coup. Il y en a 8. Monsieur, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je connais Ouest France depuis très longtemps parce que, même si je suis parisien aujourd'hui, j'ai grandi en Bretagne et j'ai été stagiaire dans votre groupe quand j'étais étudiant. Donc, je vois l'évolution, ayant connu votre entreprise de l'intérieur, même. Et on a des grands stagiaires, parce que je vous ai cité Pujadas tout à l'heure, c'était pas innocent. Il a été stagiaire chez Ouest France à une époque. Alors, il a d'ailleurs fait une gaffe, mais je la garde pour moi parce que ça serait méchant pour lui. Quand même. Alors j'ai une question sur la dimension territoriale. Oui. Vos investissements sont nécessairement dans des entreprises qui sont... Vous avez cité une boîte qui était à Oyonnax, je crois à Annecy. Bon, c'est une exception, mais j'ai l'impression que la majorité quand même de vos investissements, c'est quand même dans le Grand Ouest. Donc, pourquoi pas aller chercher... Parce qu'il y a l'aspect technologique qui est au moins aussi important que l'aspect territorial. Oui, évidemment. Ouais. Alors... En fait, c'est pour ça qu'on a fait un appel à projet. Parce que finalement, si on avait voulu que des startups de Rennes et de Nantes, on aurait pu peut-être se débrouiller tout seul, ou avec Birming, que je vous évoquais tout à l'heure, le faire à deux, et on aurait sans doute réussi à trouver les 4 ou 5 startups, peut-être pas les 7, mais les 4 ou 5. Donc si on a lancé un appel à projet et si on a communiqué fortement, c'est parce qu'on voulait se toucher toute startup, alors en France. Après, logique de culture, de langue, c'est encore autre chose. Donc on a dit France. Et puis animer le territoire, c'est un peu dans notre ADN, donc ça nous allait bien, évidemment. La bonne nouvelle, c'est que sur les 150, il y en avait 25% qui étaient hors zone traditionnelle Ouest France. Résultat, mais ça, c'est le hasard des choses. Dans les 8, effectivement, il y en a 7, donc un peu plus que les 75%, qui sont du Grand Ouest. Il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Ça nous fait plaisir encore plus d'être en proximité, encore plus de, j'espère, créer de l'emploi au travers de ces startups et dans l'Ouest. C'est que du bonheur aussi pour nous. Mais on sait très bien que c'est restrictif et on sait très bien qu'on peut peut-être rater une belle opportunité de collaboration si on n'arrive pas à élargir. Donc c'est vraiment un sujet pour nous. Pour être franc et transparent, on avait essayé d'organiser quelque chose sur Paris pour faire connaître notre initiative. Et on a arrêté parce que finalement, je pense que dans la salle, il y aurait eu peut-être 3 ou 4 personnes. Parce qu'à Paris, il y a pléthore d'accélérateurs. En plus, il y en a des puissants. On peut citer le NUMA pour n'en citer qu'un, ou The Family. Et donc pour nous, c'était un peu mission impossible à court terme. Mais c'est effectivement un enjeu très important. Et donc ce qu'on est en train de faire, un peu différent, mais on communiquera quand on aura des premiers résultats. On est en train de réfléchir à comment avoir une autre action, mais là, alors très financière, parce que c'est plus du tout les mêmes choses. En fait, on va essayer aussi de collaborer, ou en tout cas d'investir dans des startups, mais cette fois à maturité. Et parce que les jeunes pousses, déjà, il faut qu'elles fassent leur parcours. 2, on connaît le ratio habituel dans le marché des jeunes pousses. Sur 100, il y en a 3 qui réussissent. Donc sur 8, on n'est pas sûr déjà qu'il y en ait une qui réussisse. Donc faut faire attention à ça. Donc on va prendre une autre initiative qui est effectivement cette fois d'investir France entière, mais dans des startups plus à maturité, toujours dans la même logique d'essayer de diversifier notre modèle économique pour aller chercher d'autres sources de revenus que ce que l'on sait faire traditionnellement. Mais effectivement, quand dans Ouest France, il y a Ouest. Alors à la fois, on n'a pas envie de changer. Alors voilà, on n'a pas envie de changer de marque parce qu'il y a quand même des valeurs associées, et notamment la confiance. Mais il y a Ouest. Créer une marque, de toute façon, on sait ce que ça coûte maintenant dans le numérique. C'est très très cher. Pour avoir vécu Fortunéo de près, c'est vraiment très très cher maintenant pour installer des marques dans le numérique. Et donc du coup, on a la prétention de dire Washington Post a réussi quand même à s'exporter, il y a Washington dedans. Donc Ouest, finalement, pourquoi pas, tout le monde est à l'ouest de quelque chose, donc il n'y a pas de raison que ça soit toujours un obstacle. Mais bon, après, il faut être lucide, c'est quand même plus compliqué. Quand on s'appelle Le Monde, c'est un joli nom et c'est plus facile que quand on s'appelle Ouest France pour aller dans le numérique. Si, alors,
Alors ce qu'on fait, on parlait de mesures tout à l'heure, on ne mesure pas que nos projets, on mesure tout en fait aujourd'hui. Et sur le journal, alors en numérique, parce que dans le papier c'est un peu plus compliqué, mais sur le journal numérique on a désormais à peu près 50 000 abonnés. Donc c'est quand même un échantillon intéressant, payant. Et donc sur ces 50 000, on sait où ils sont, ou en tout cas d'où ils lisent le journal. Et là on est capable, alors évidemment c'est 93% la France, bon ça ne vous surprend pas, mais 7% c'est un début de quelque chose. Et on voit quels sont les pays où on est lu un peu plus, et on a eu des surprises. Vous m'auriez demandé à l'époque, moi je vous aurais dit Londres ou le Canada, enfin Québec. Et dans les faits, alors j'avais oublié la Belgique, c'était un affront, j'aurais dû y penser. Mais par contre, on est énormément lu dans le Maghreb. Et ce qui n'est pas étonnant. Donc on va dire la francophonie est quand même intéressante pour nous. Et puis je pense qu'il y a des pays, sans être méchant, où la presse n'est pas toujours indépendante, où la presse n'est pas toujours neutre. Donc ça peut être intéressant pour un journal français qui lui est indépendant de s'exporter. Mais dans une logique de francophonie. Il y a déjà de quoi faire en dehors de l'Ouest, il y a déjà de quoi faire en francophonie, et on passerait je crois que l'Ouest c'est 10 millions à peu près, la francophonie c'est 350 millions, donc ça nous va en nombre d'habitants. Je m'interroge, après ces changements que vous nous présentez, cette nouvelle façon de travailler avec les startups, en quoi ça peut changer votre culture interne, la culture interne de Ouest France ? En fait, je suis arrivé dans la presse il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il y a 4 ans. Et j'ai un rapport d'étonnement, on appelle ça comme ça maintenant. En fait, j'ai vu plus de certitude dans la presse que dans la banque. Alors que dans la banque, on gagnait, et ils gagnent encore pas mal d'argent. La presse un peu moins. Les journalistes, par essence même, c'est des gens qui sont ouverts sur l'extérieur, qui sont dans la rue. Et pour autant, je pense comprendre pourquoi, c'est que quand vous êtes monoproduit, toute notre histoire, c'est le journal, le journal, le journal. Quand vous êtes monoproduit, et que vous avez un certain succès quand même sur ce produit, eh bien, vous avez beaucoup, beaucoup de certitudes. Et donc, c'est pas le seul élément, mais les startups et cette ouverture à l'extérieur va déjà aider à aussi ouvrir davantage l'entreprise sur d'autres modèles, sur d'autres façons de penser, je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc ça, c'est très important. Et puis, on espère refaire le coup du Bon Coin, ça sera peut-être dur, mais on a su une fois, pardon, pas tout seul, on était avec Schibsted, mais on a quand même su créer le Bon Coin en France avec eux. Alors on l'a revendu, alors je vous rassure, on n'est pas complètement fou. Quand on l'a revendu en 2010, c'est qu'il y avait quelques contraintes pour ça. Mais et d'ailleurs, Schibsted le dit aujourd'hui, ils ont réussi en France, qui est un rare pays où ils ont réussi aussi bien le Bon Coin ou l'équivalent, parce que Ouest France, en fait sa filiale, le Spire, a amené immédiatement 500 000 annonces. Et en fait, quand vous lancez une plateforme, quel que soit le secteur d'ailleurs, si vous avez une bonne idée, c'est bien, mais il y a immédiatement un besoin de masse critique. Si vous n'avez pas la masse critique, eh bien, finalement, vos premiers prospects, vos premiers internautes, ils ne seront pas satisfaits. Et donc, Ouest France, via Spire, a amené cette masse critique au Bon Coin. Ce qui en a vraiment, ils le disent, donc c'est même pas nous, ce qui a vraiment fait son succès en France. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un deuxième beau succès. En tout cas, on va tout faire pour. Je vous en prie. Justement, au croisement de la presse, enfin sur l'international, au croisement de la presse et des réseaux d'information type Google ou autres, est-ce que vous avez regardé, est-ce qu'il y a des modèles économiques qui ont déjà muté parce que c'est ce que vous essayez de faire, passer du papier au numérique, trouver une nouvelle croissance. Est-ce qu'il y a déjà des systèmes qui fonctionnent, notamment parce qu'on voit Google éventuellement demain être un fournisseur non seulement d'accès, mais de contenu. Donc à la limite, Google peut devenir un journal. Enfin, je prends Google. Ouais, alors, est-ce que vous avez... Alors il y a deux questions dans votre question. Est-ce qu'on a regardé, et puis Google et Facebook qui sont des vrais sujets. Et alors est-ce qu'on a regardé? Alors je vous ai dit oui, et on n'a pas trouvé quelque chose de fantastique. Néanmoins, il y a quand même deux groupes qui ont fait des choses, Axel Springer et Schibsted, que je citais tout de suite. Par contre, alors c'est pas forcément eux, mais d'autres qui ont eu certaines réussites. À un moment donné, quand vous diversifiez, vous êtes amené à investir fortement. Parce que les plateformes, c'est souvent mondial. Quand vous êtes sur une niche, il faut arriver à être mondial. Donc il y a quand même de l'investissement, des levées de fonds. Et donc ces groupes de presse qui ont réussi, en fait, ont changé de métier. Aujourd'hui, le journal est accessoire, ils le disent comme ça.
C'est pas notre objectif. Nous, il n'est pas accessoire du tout. Et deuxièmement, ils ne sont plus indépendants. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont des fonds, voire d'autres actionnaires. Ils ne sont plus indépendants. Et nous, alors là, en tout cas, ça, c'est dans notre conviction profonde. On pense que dans une démocratie, il faut des médias, peut-être pas tous, hélas, mais il faut des médias indépendants. Donc on n'ira pas de façon massive vers de la diversification, parce qu'au-dessus de tout, on pense qu'on a une mission d'informer, et de façon indépendante. Donc on va se battre pour ça, mais pour autant, il faut diversifier. Donc on a regardé, effectivement, à l'extérieur. Après, Google et Facebook, c'est un sujet très très important. Et là, on est schizophrène, en fait. Alors, il y a une époque où la presse a même fait des procès, des machins à Google. C'est stupide. S'il fallait faire quelque chose il y a 3-4 ans, il aurait fallu une démarche européenne. C'est pas un pays comme la France qui va imposer à Google de payer des centaines de millions pour agréger des contenus. Donc ça, c'était stupide en termes de démarche. Et la France a été ridicule, puisque les quelques millions d'euros qui ont été alloués généreusement par Google sont une goutte d'eau dans le sujet. Donc ça nous a pas plu, et d'ailleurs West France n'avait pas était resté à part. Et par contre, c'est aussi des grands alliés. Quand vous regardez aujourd'hui notre trafic, certes, la marque apporte son trafic, mais c'est un tiers. L'autre tiers, c'est Google, et le dernier tiers, c'est Facebook. Et c'est pas les réseaux sociaux, c'est Facebook, parce qu'on va vous parler de Snapchat, de Twitter, etc. Aujourd'hui, en tout cas en France, l'apport de trafic sur la news, c'est Google et Facebook. À 2 tiers. Donc ils sont clés, ça n'empêche pas d'être vigilant, et on a 2 visions. Autant on aime Google, parce que les règles du jeu restent bonnes. C'est-à-dire que même s'il agrège nos contenus, même s'il ne paye pas pour les agréger, il nous renvoie du trafic, la preuve. Facebook nous renvoie du trafic aussi, je vous l'ai dit, mais il commence à vouloir à devenir un média. Et donc à créer le journal personnalisé de Fabrice Bazard tous les matins, qui sera lu dans Facebook. Et ça, c'est un très gros danger, parce que ça veut dire qu'on perd le métier de diffuseur d'information, on devient uniquement producteur d'information. Donc on ne veut absolument pas aller vers ça, c'est pour ça qu'on n'est pas allé, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, dans un sujet qui s'appelle Instant Article dans Facebook. On n'y est pas allé à ce stade, parce qu'on estime que c'est dangereux, et tant qu'on pourra l'éviter, on l'évitera. Fabrice, une toute dernière question. Alors je reviens sur Offset, donc 8 startups sélectionnées, jeunes pousses, essentiellement dans l'Ouest, sur 144 demandes. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce qui a fait que ces 8-là ont été sélectionnés plus que d'autres, en dehors qu'elles soient jeunes pousses, plutôt de l'Ouest? Bon, les 144, on va dire, les 100 étaient dans la cible. Hein. Donc déjà, de passer de 100 à 16, la sélection a été difficile. Et on s'est peut-être trompé d'ailleurs dans certains cas. Donc en fait, on a regardé celles qui étaient le plus en adéquation avec nos métiers, parce que là c'était bien un accélérateur vertical, donc on voulait quand même un lien avec nos différents métiers. La deuxième chose, là c'était purement interne, c'était de regarder qu'il y avait une vraie motivation sur l'entité métier qui travaillerait avec la start-up, et que cette entité métier était capable de dégager du temps pour effectivement faire ce projet. Donc il y a peut-être quelques startups qu'on a écartées, qui étaient peut-être meilleures, mais avec lesquelles on n'avait pas de moyens d'accompagnement. Donc ça a été aussi un regard. Et après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un pitch de 5 minutes, plus 5 minutes de questions. La différence, c'est le talent des fondateurs. Merci beaucoup. Il y aura peut-être dans les tournées ou les fournées suivantes d'autres startups qui étaient parmi les... Non, alors je vous reprends. C'est pas possible. En fait, on voudrait éviter de refaire des appels à projets tous les 12 ou tous les 18 mois. Maintenant qu'on l'a lancé, l'idéal serait que en fait, ça soit en permanence, qu'il y ait des entrants, hélas, peut-être de temps en temps des sortants, mais par contre que ça soit en continu. Parce que innover avec des startups, ça ne se décrète pas tous les 18 mois. Il faut beaucoup plus de réactivité que ça. Donc on espère que toutes les semaines, on aura des contacts intéressants. Voilà. Merci beaucoup Fabrice Bazard. Merci beaucoup. Merci à vous.